Bonjour à tous et bienvenue pour ce huitième webinaire. Je suis Guillaume Rose, le directeur général exécutif du Monaco Economic Board. Alors, dans un contexte actuel des plus atypiques, nous avons aujourd'hui la chance d'accueillir Julien Marcilly, rien de moins, le chef économiste de la COFAS, qui va venir nous parler de l'état du monde, rien de moins. Alors, cette rencontre va être l'occasion de faire le point sur la crise économique sans précédent que nous avons connue et d'envisager le futur peut-être avec plus de discernement. Après la présentation de Julien Marcilly, j'animerai avec nos partenaires, comme à l'habitude, une séance de questions-réponses au cours de laquelle vous pourrez faire part de toutes vos interrogations. Donc, je rappelle nos partenaires qui sont la Banque Populaire Méditerranée, la BPM, représentée par Régis Etienne, son directeur général, et Gramalia, représentée par Laetitia Nahum, qui est responsable risque financier. Donc, un petit détail technique que je tiens à vous préciser, c'est que cette conversation, ce webinaire sera entièrement traduit en anglais. Donc, si vous souhaitez obtenir l'anglais, il vous suffit de cliquer sur la map monde en bas de l'écran, en bas de votre écran, à votre droite. Vous avez une petite map monde et vous pouvez choisir votre langue et ce sera traduit. Nous avons des traducteurs qui sont déjà à l'œuvre. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole au président du Monaco Economic Board, M. Michel Dotta, qui vous présentera notamment nos partenaires et va revenir brièvement sur les missions de la COFAS. Michel, c'est à vous. Merci Guillaume et bonjour à tous et bienvenue pour notre conférence Risque Pays, analyse et opportunités des entreprises. Cette conférence est organisée, comme l'a dit Guillaume, en collaboration avec nos fidèles adhérents et partenaires, la Banque Populaire Méditerranée, qui sera représentée par Régis Etienne, son directeur général, et le groupe Gramalia, donc, qui est représenté par Laetitia Nahum, qui est responsable de risques financiers, et enfin la COFAS. La COFAS en particulier avec son chef économiste Julien Marcilly, qui nous fait le plaisir pour la 8e année consécutive de partager avec nous son analyse des grandes tendances économiques mondiales. Ces dernières, évoquées lors du 25e colloque Risque Pays, qui vient lui aussi malheureusement de se dérouler en virtuel. COFAS, quel beau groupe, plus de 4000 experts au service de 50 000 entreprises, plus de 500 millions aussi de créances garanties, un chiffre d'affaires d'1,4 milliard d'euros. COFAS, votre interlocuteur, est présent directement ou via ses partenaires dans plus de 100 pays. Quant au colloque annuel Risque Pays de COFAS et le guide que vous pouvez vous procurer ensuite qui en découle, ils réunissent toutes les tendances de l'économie mondiale pour l'année 2021, décryptées par des experts internationaux issus du monde de l'entreprise, de la finance, de la politique et de la recherche économique. COFAS, le guide, est actualisé régulièrement avec les différentes notations qu'elle fournit et est à votre disposition pour évaluer vos risques et les perspectives de vos investissements. Julien, une fois de plus, tu as été en première ligne de ce grand rendez-vous, le colloque Risque Pays COFAS, qui s'est déroulé pendant 3 jours, du 8 au 10 février, et qui a réuni donc des experts du monde entier. C'est un grand honneur pour nous, pour Monaco et ses entrepreneurs, de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Nous te remercierons jamais assez pour ta fidélité. L'année 2020 a été marquée par une crise sanitaire sans précédent. En fait, pour être honnête, le sol s'est dérobé sous nos pieds. Les tensions économiques que les gouvernements tentent d'enrayer, les entreprises confrontées à de nombreuses difficultés. La précédente crise de 2008-2009 avait eu des signes annonciateurs avec le développement des subprimes. La reprise de l'économie que les prévisionnistes nous prédisent pour 2021 ne suffira pas à recouvrir les niveaux de 2019, à l'exception de la Chine,
comme va nous le faire voir d'ailleurs Julien. Nos équipes et nos partenaires te poseront ensuite des questions tournant autour de l'après-Covid dans les différentes destinations que le Monaco Economic Board a prévu de prospecter dès que ce sera possible, notamment autour de Dubaï et des États d'Arabes Unis, mais pas seulement. Guillaume, je pense, vous en avez déjà parlé, nous allons reparler, de la Russie aussi, de l'Amérique du Nord, qui sont des destinations pour lesquelles nous poserons certaines questions par l'intermédiaire de nos partenaires. Julien, nous sommes impatients de te retrouver. Bonne conférence à vous tous, mes amis. À toi, Julien. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Michel pour ces mots, très, très sympathiques. C'est vrai que ça fait maintenant 8 ans que je suis parmi vous et c'est une nouvelle fois, un plaisir pour moi. D'ailleurs, pour l'anecdote, l'année dernière, quand j'étais parmi vous à Monaco, finalement, c'était mon dernier déplacement professionnel dans le monde d'avant, entre guillemets. Et pendant quelques mois, là, en fin d'année, j'avais quelque part le secret espoir que cette conférence marquerait mon premier déplacement du monde d'après. Finalement, il se trouve que j'ai été trop ambitieux, mais ce n'est que partie remise. Alors, c'est vrai qu'il y a un an, même si la pandémie avait commencé quand on échangeait et qu'on était ensemble, on était quand même loin d'imaginer que aujourd'hui, un an plus tard, il y aurait plus de 2 millions de victimes, plus de 100 millions de personnes affectées par cette pandémie dans le monde, qu'elle ferait même plus de victimes aux États-Unis que la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est l'impact humain est évidemment dramatique, c'est la première chose. Et puis au-delà de ça, vous le savez aussi, hein, Michel l'a très bien dit, c'est vrai que ça a bouleversé nos vies personnelles, professionnelles et la vie des entreprises. Donc un an après, la question aujourd'hui, c'est où est-ce qu'on en est et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les mois et dans les trimestres à venir. Vous allez le voir, enfin, moi, le fil rouge de ma présentation, le message clé, finalement, il est très simple. Il est que c'est une reprise aujourd'hui qu'on voit, qui est de plus en plus visible, de plus en plus présente, mais qui est très inégale. Elle est déjà inégale, premièrement, en fonction des secteurs d'activité. J'y reviendrai sous différents aspects, mais on est quand même face à une crise de certaines activités de services. Et donc, il y a un grand écart qui est de plus en plus visible entre, d'un côté, certaines activités qui vont continuer de fonctionner en sous-capacité, et puis d'autres qui vont retrouver leur niveau d'avant-crise, et voire même parfois certaines qui commencent déjà à être en surcapacité. On va y revenir. Alors, ce grand écart sectoriel, finalement, il explique aussi des inégalités de performance entre pays. Parce que ce sont pour beaucoup les spécialisations sectorielles qui expliquent que les performances économiques d'un pays à l'autre ne sont pas les mêmes. Donc ça, c'est la deuxième source d'inégalité. Et puis la troisième, là aussi j'y reviendrai, eh bien, ce sont des inégalités au sein des pays, entre différentes catégories de population. Les personnes qui ont perdu leur emploi parce qu'elles travaillaient dans des secteurs vulnérables, et puis de l'autre, des plus aisés qui ont pu épargner et qui aujourd'hui se retrouvent avec un matelas assez confortable. Et une des questions, ça va être de savoir qu'est-ce qu'elles vont en faire de cette épargne accumulée pendant la crise. Donc, voilà un peu les messages clés de ma présentation. Alors, une fois qu'on a dit ça, on reste quand même dans une crise sanitaire, et donc c'est toujours l'évolution de la pandémie qui donne le là. C'était le cas en 2020 et ce sera encore malheureusement le cas en 2021. Donc, en fait, il y a toujours beaucoup d'incertitudes liées à cette pandémie. Je ne vais pas y revenir, je ne suis pas un expert dans le domaine sanitaire, mais elles peuvent être résumées à travers une seule question, c'est à quand l'immunité collective finalement dans le monde.
Et là, évidemment, la réponse va être très différente en fonction des pays. Donc, la course au vaccin a commencé, vous le savez, et on peut distinguer très clairement plusieurs groupes de pays aujourd'hui. Vous en avez déjà un nombre très réduit qui sont très clairement en avance. Sur les autres, on peut citer notamment le cas d'Israël, le cas des Émirats arabes unis, parce que je sais que ça vous intéresse. Et pour ces quelques pays-là, qui sont très peu nombreux, finalement, ce qu'on observe, c'est un retour quasiment normal de la vie économique très bientôt, et même quasiment dès aujourd'hui, dans le cas d'Israël, qui vient d'annoncer la réouverture quasiment totale de toutes ces activités, même les plus vulnérables. Donc ça, c'est le groupe de tête. Ensuite, vous avez le groupe des poursuivants, qui est notamment composé des États-Unis et du Royaume-Uni, où là, le processus de vaccination est bien enclenché. Et on va dire que ces pays sont dans les clous pour atteindre l'immunité collective, c'est-à-dire vacciner au moins environ 60 à 70% de la population d'ici l'été. Et pour ces pays-là, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça signifie qu'à partir de l'été, on peut s'attendre à une reprise encore plus franche de la croissance parce que, sauf évidemment mauvaise surprise du côté des variants ou de l'efficacité des vaccins, ce qui est évidemment toujours possible, mais hormis ces problèmes-là, on peut s'attendre à une reprise plus franche parce qu'il n'y aura plus besoin de mettre en place des mesures de restriction des mobilités, donc au Royaume-Uni et aux États-Unis. Ensuite, dans l'Union européenne, globalement, on observe un retard, vous le savez, mais qui n'est pas si catastrophique que ça. Par rapport aux États-Unis, c'est vraiment ce qui est comparable, on observe un retard dans le processus de vaccination d'environ 4 semaines. C'est à la fois peu et beaucoup, mais ce qui signifie qu'on peut quand même avoir bon espoir, pas forcément d'atteindre complètement l'immunité collective, c'est-à-dire d'avoir vacciné 60 à 70% de la population d'ici la fin de l'été, mais au moins d'avoir vacciné les populations les plus vulnérables, ce qui permettrait quand même quasiment de supprimer quasiment toutes les mesures de restriction des mouvements et de retrouver une vie économique quasiment normale à partir de la fin de l'été. Et donc, même si l'Union européenne est un peu en retard aujourd'hui, on peut s'attendre à une nette accélération du processus de vaccination au deuxième trimestre. Et la situation, malgré tout ce qu'on entend, n'est pas si mauvaise que ça du point de vue de la vaccination et du timing. Et puis ensuite, vous avez plusieurs grands pays émergents qui ont aussi commencé leur processus de vaccination, certains même assez rapidement. On pense notamment au Chili ou à la Turquie, par exemple. Pour les autres, il ne faut pas s'attendre à atteindre l'immunité collective cette année. Pour beaucoup de pays, même les plus pauvres, ce ne sera même sans doute pas atteint en 2022. Il faudra peut-être attendre sans doute même 2023. Et donc, pour ces économies-là, j'y reviendrai, eh bien, ça signifie quand même qu'il faudra vivre avec la pandémie pendant plus longtemps et sans doute avec des mesures aussi de restriction, même si celles-ci sont généralement plus souples que celles qu'on a observées, évidemment, en Europe ou encore aux États-Unis au cours de l'année 2020. Donc, voilà un peu la dynamique différenciée en fonction du processus de vaccination. Donc, ensuite, très rapidement, évidemment, ça a des conséquences cette année en deux temps, en 2021, avec une première partie toujours marquée par des processus de stop and go, des mesures de restriction de mobilité, et puis ensuite une deuxième partie de l'année avec une reprise sans doute plus franche en Europe, aux États-Unis. C'est visible sur nos prévisions de croissance. Je passe rapidement, mais c'est un peu le passage obligé de toute présentation. Évidemment, par rapport à l'année 2020 qui a été catastrophique, on s'attend à une reprise forte cette année, en deux temps, je le disais. Malgré ça, il faut quand même garder à l'esprit que ça devrait être une reprise qui n'est que partielle. C'est-à-dire que dans notre scénario, on ne retrouverait pas les niveaux de production de 2019 dès cette année, en tout cas en Europe. Ça, c'est assez clair.
Et donc, c'est ce qui reflète finalement c'est ce qui est reflété dans ces prévisions de croissance. Deuxième point, en ce qui concerne le commerce international, parce que ça aussi c'est très important pour beaucoup d'entreprises. Là, je dirais que la situation finalement n'a pas été aussi catastrophique que ce qu'on aurait pu anticiper il y a encore un an quand la pandémie a vraiment commencé. On s'attendait à une chute du commerce mondial en 2020, au moins comparable à ce qu'on avait anticipé, à ce qu'on avait vu en 2008-2009. Vous le voyez sur le graphique. Or, ça n'a pas été le cas du tout. On a eu seulement, je dis bien seulement entre guillemets, moins 5% en ce qui concerne les exportations mondiales l'année dernière. Donc, pourquoi finalement un choc plus atténué que ce qu'on aurait pu anticiper? Pour plusieurs raisons. Déjà, je le disais, on est en plein milieu d'une crise des services. Or, ce sont essentiellement des biens manufacturés qui sont échangés à l'international. Et donc, ces biens ont moins souffert. Deuxième point, bien évidemment, toutes les mesures protectionnistes qui avaient été prises au cours de l'année 2019 font que le niveau de commerce de départ était beaucoup plus bas qu'en 2007-2008. Et donc, il y a eu besoin de moins s'ajuster à la baisse. Et donc, tout ça fait que finalement, le choc n'a pas été si terrible que ça. Et maintenant, à quoi faut-il s'attendre pour cette année? Là aussi, une reprise franche. On a un petit modèle de prévision qui tient compte de quelques variables comme la confiance des entreprises manufacturières aux États-Unis, les prix du pétrole, les exportations en Corée qui sont en général un bon résumé, un bon condensé des exportations mondiales. Et tout ça nous donne des perspectives de rebond marqué cette année de l'ordre de plus 6% en volume du commerce mondial. Évidemment, une des raisons qui explique un peu cette reprise assez vive du commerce, elle est liée à l'ensemble des plans de soutien des gouvernements, des banques centrales qui ont été décidés depuis l'année dernière. Alors là aussi, on a tous été, il faut bien le dire, surpris à la fois par la vitesse de réaction des gouvernements, qui a été beaucoup plus forte qu'en 2008-2009, et puis celle aussi des banques centrales. Bon, je pourrais passer toute une heure à vous détailler l'ensemble des mesures qui ont été prises région par région et puis par type de mesures. Elles ont été très diverses dans le monde entier. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'au niveau global, la taille de la relance budgétaire qui a été décidée est 2 fois plus importante que celle qu'on avait observée en 2008-2009. Et donc, ce seul chiffre vous montre bien l'ampleur de la réponse. Deuxième point, cette réponse a été beaucoup plus rapide que la dernière fois. Et troisième point, au-delà de la taille de la relance budgétaire, sa structure a été aussi beaucoup plus ciblée cette fois pour aider les entreprises. Pour faire court et au risque d'être un peu simpliste, en 2008-2009, on était encore dans beaucoup de cas sur des plans de relance un peu à l'ancienne, c'est-à-dire des plans d'investissement, d'infrastructure, mais qui ne ciblaient pas forcément directement les entreprises. Alors, cette fois-ci, il y a eu tout de suite beaucoup d'annonces ciblées pour aider concrètement les entreprises. Évidemment, à travers des baisses d'impôts, des baisses de charges sociales, vous en avez entendu parler. Également, évidemment, toutes les mesures, les processus, notamment en Europe, de chômage partiel qui ont eu un impact très significatif. Les programmes de prêts garantis, là aussi, qui ont aidé beaucoup d'entreprises, je vais y revenir. Et donc, tout ça fait que, finalement, malgré l'ampleur du choc macroéconomique, eh bien, le paradoxe, c'est le grand paradoxe de l'année 2020, et qu'il n'y a jamais eu aussi peu de faillites d'entreprises dans le monde que l'année dernière, alors qu'on a observé la pire récession mondiale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour vraiment que vous visualisiez bien ce grand écart entre d'un côté la macro en 2020 et de l'autre la micro, les entreprises, vous voyez ici sur ce graphique nos estimations en matière de défaillance d'entreprise pays par pays pour l'année 2020. La barre verte, c'est ce qu'indiquait notre modèle de prévision de défaillance d'entreprise qui était basé jusqu'à l'année dernière
sur des variables essentiellement macroéconomiques. C'est-à-dire qu'en gros, on utilisait notre prévision de croissance du PIB pour prévoir le nombre de défaillances d'entreprises pays par pays. Et donc, si on croyait à ce modèle, qui fonctionnait plutôt bien jusqu'à l'année 2019, on aurait eu, vous le voyez, dans la plupart des pays, de fortes augmentations l'année dernière des défaillances d'entreprises. Mais la réalité a été bien différente puisque la réalité, ce sont les points jaunes que vous voyez. Et vous le voyez, donc, le nombre de défaillances a chuté dans la plupart des pays. Et donc, finalement, la contribution en bleu que vous voyez, c'est-à-dire l'écart entre le vert et le jaune, ça vous montre bien l'impact à la baisse sur les défaillances liées à toutes ces interventions étatiques et des banques centrales pour soutenir les entreprises. Donc, concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus se baser uniquement sur des questions, sur des variables totalement macroéconomiques pour prévoir les défaillances d'entreprises. Donc, ce sur quoi on travaille en ce moment, c'est une vision complètement différente où on part du bilan des entreprises qu'on a agrégé secteur d'activité par secteur d'activité et au sein de chaque pays. On l'a fait pour plusieurs pays européens, donc l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne. Et pour tous ces pays, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simulé l'impact de la crise sur le chiffre d'affaires. Évidemment, c'est un impact qui est négatif. Mais ensuite, on a aussi tenu compte de l'impact positif lié notamment aux mesures de chômage partiel qui ont été prises parce que ça vient aider l'entreprise sur ses coûts. Et dernier point, on tient compte aussi de l'effet notamment des prêts garantis sur la trésorerie et les liquidités de l'entreprise. Et quand on a tenu compte de tout ça, vous voyez qu'on arrive à calculer un ratio de profit sur endettement net qui, évidemment, vous montre une vision très négative en jaune si on ne tient pas compte des mesures d'aide gouvernementale. Mais en revanche, quand on tient compte de ces mesures d'aide, la situation n'est pas si mauvaise que ça. Et ensuite, donc, on utilise cette espèce de ratio de solvabilité recalculé pour prévoir les défaillances d'entreprises secteur d'activité par secteur d'activité au sein de ces 4 principaux pays européens. Et donc, qu'est-ce que ça nous indique? Eh bien, ça nous indique que finalement, il devrait quand même y avoir une hausse des défaillances d'entreprises malgré ces mesures de soutien gouvernemental. Mais vous le constatez comme moi sur ce graphique, la hausse à laquelle on s'attend va être d'une ampleur très différente d'un secteur d'activité à l'autre. Et les différences d'un pays à l'autre s'expliquent surtout par ces distinctions sectorielles. C'est-à-dire que l'impact devrait être plus fort sur une économie comme l'Espagne, qui est davantage tirée par les services, que sur une économie comme l'Allemagne, qui reste très dépendante de son industrie. Et donc ça aussi, c'est un point à avoir en tête pour les mois et les trimestres à venir. Donc, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, en Europe, on se pose la question maintenant de savoir si finalement on n'est pas tombé dans une espèce d'économie totalement japonisée où, en raison de ces mesures d'aide gouvernementale qui font qu'il y a énormément de liquidités qui soutiennent les entreprises, mais en même temps, il y a beaucoup moins de sinistralité, beaucoup moins de défaillances pour ces mêmes entreprises. Donc, est-ce qu'on est à l'aube finalement d'une ère de stagnation un peu à la japonaise? C'est la question qui est vraiment d'actualité aujourd'hui en Europe. Et le paradoxe, c'est que cette question, on se l'a posée dans le cas de la Chine avant cette crise. Et on avait eu l'occasion d'en parler de nombreuses fois quand j'étais venu à Monaco et encore l'année dernière, où là, la situation était inverse. C'était avant cette crise qu'on se demandait en Chine si finalement, en raison de cet endettement massif des grandes entreprises chinoises, eh bien, la Chine ne rentrait pas finalement dans une espèce d'économie un peu japonisée avec beaucoup d'entreprises dites zombies, c'est-à-dire qui sont très endettées, mais qui restent en vie parce qu'elles sont soutenues artificiellement par la puissance publique. Or, le paradoxe, c'est que cette question, on se l'a posée en Chine avant la crise, on se la pose beaucoup moins aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en Europe, on n'a pas encore de croissance, mais les entreprises ne font pas défaillance. En Chine, la reprise, et c'est le message clé, a été beaucoup plus forte, beaucoup plus rapide que prévu.
c'est la bonne nouvelle. Dans un premier temps, elle a été soutenue par l'investissement de ces grandes entreprises publiques et encouragée par l'État, bien évidemment. Dans un deuxième temps, par la consommation des ménages, notamment les plus aisés. Ceci dit, le point à avoir en tête d'un point de vue de risque de crédit des entreprises pour 2021, il est que cette croissance plus forte va s'accompagner de davantage de défauts d'entreprises. Et on le voit déjà depuis la fin de l'année dernière avec le volume de défauts sur le marché obligataire chinois. Et si vous regardez la dernière barre qui concerne les 2 premiers mois de l'année 2021, vous voyez que là aussi, on est parti sur les chapeaux de roue en Chine en termes de défauts. Donc, finalement, une reprise très classique en Chine, c'est-à-dire une reprise forte, tirée par la puissance publique, tirée par les ménages à haut revenu, mais qui dit reprise forte, paradoxalement, dans une crise classique, dit aussi du risque de crédit, parce que beaucoup d'entreprises se sont endettées pour se relancer et finalement, parfois, ont eu les yeux plus gros que le ventre. C'est ce qu'on observait en Europe, aux États-Unis, dans les crises passées, et c'est désormais ce qu'on observe en Chine. Alors, la deuxième conséquence de ce rebond rapide de l'économie chinoise, c'est que ces anticipations de reprise ont nourri finalement une hausse des coûts de beaucoup de matières premières, des prix de beaucoup de matières premières ces derniers mois. Pétrole, évidemment, c'est ce qui fait la une de l'actualité, mais aussi les prix des matières premières agricoles. La Chine n'est pas la seule responsable, bien évidemment. Il y a aussi toutes les mesures protectionnistes qui ont été prises dans le cadre de cette crise sanitaire par des pays exportateurs de matières premières agricoles. On pense à la Russie, on pense à l'Ukraine, on pense au Vietnam en ce qui concerne le riz, par exemple. Et tout ça fait que, finalement, on observe aujourd'hui, et c'est un problème grandissant pour les entreprises, une hausse du prix de beaucoup d'intrants. Donc les matières premières, je le disais, des pénuries aussi en matière de semi-conducteurs notamment. On observe aussi une hausse des coûts des intrants, de plusieurs intrants dans le secteur de la chimie. Donc tout ça fait qu'il y a de plus en plus de craintes d'une remontée de l'inflation. Vous le voyez, hein, ça fait le titre de beaucoup de journaux. Bon, nous, notre scénario, il est que ces craintes d'un retour de l'inflation sont sans doute surestimées, notamment en Europe, parce que ces dernières années, la cible d'inflation n'a jamais été atteinte. L'inflation a toujours été plus basse que ce qu'on anticipait et il y a toujours beaucoup d'excédents sur le marché du travail qui est temporairement caché par ces mesures de chômage partiel. Donc oui, il peut y avoir une normalisation de l'inflation qui a été extrêmement basse, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il y a un risque inflationniste. La situation est peut-être un tout petit peu différente aux États-Unis parce que le plan de relance, je vous le montrais tout à l'heure, qui a été annoncé par Biden et qui fait suite à d'autres mesures très fortes annoncées par la précédente administration, font que oui, il peut y avoir un peu d'inflation aux États-Unis, mais là aussi, le risque d'une inflation très forte est sans doute surestimé. En revanche, ces craintes liées à l'inflation, elles sont, et paradoxalement, c'est la zone pour laquelle on en parle le moins, mais elles sont sans doute peut-être plus fortes et plus probables dans le cas de pays émergents. Et on pense notamment à des pays comme le Brésil, qui sont dont le panier du consommateur dépend davantage de prix de biens alimentaires, par exemple. Et là, le risque inflationniste dans ces pays émergents est peut-être plus élevé. Et ce qui pose un problème, et je terminerai là-dessus, hein, c'est un point un peu détaillé sur les économies émergentes, ce qui pose un problème parce que paradoxalement, les économies émergentes n'ont aujourd'hui plus beaucoup de marge de manœuvre en matière de politique économique. En matière de politique monétaire d'abord, parce que je viens de le dire, l'inflation a commencé à réaugmenter dans un certain nombre de pays d'entre eux, et deux aussi, parce que la plupart des banques centrales des pays émergents ont déjà utilisé toute leur marge de manœuvre en matière de baisse de taux dès l'année dernière. Pour faire court sur ce tableau avec beaucoup de couleurs et un peu compliqué, ce qu'on a essayé de regarder ici, c'est de déterminer les banques centrales qui avaient encore des marges de manœuvre pour baisser leurs taux en 2021 dans le monde émergent. Concrètement, on a exclu toutes celles qui avaient déjà beaucoup baissé, donc qui ont déjà un taux réel qui est quasiment négatif. Évidemment, il faut aussi enlever les pays dont les banques centrales ont un taux de change fixe, parce que par définition, les marges de manœuvre en matière de politique monétaire
quand le taux de change fixe sont réduits. C'est le cas, par exemple, de pays du Golfe, dont les Émirats arabes unis. On a exclu aussi tous les pays dont le déficit courant était trop élevé ou celles qui ont très peu de réserves de change. Et au final, vous voyez que parmi tous ces pays émergents, il ressort qu'il y a seulement, d'après nous, quelques marges de manœuvre pour les banques centrales pour baisser davantage leurs taux en Russie, au Mexique un petit peu et en Indonésie, ce qui fait peu par rapport au nombre de pays que vous voyez sur ce graphique. Le deuxième problème, c'est que, donc, peu de marge de manœuvre pour les pays émergents pour baisser leurs taux, et deux, évidemment, plus de contraintes budgétaires que dans les économies avancées. On a de la chance en Europe, aux États-Unis, on peut indirectement, mais de facto c'est le cas, financer nos déficits via les interventions des banques centrales. Ce n'est pas le cas dans les économies émergentes et en développement. Et le problème, c'est que beaucoup vont devoir couper dans leurs dépenses publiques cette année pour éviter un risque trop important de défaut souverain. Et ça veut dire évidemment que ça peut créer du mécontentement. Donc vous voyez là sur ce graphique tous les pays émergents qui sont les plus à risque peut-être parce qu'elles doivent consacrer une part importante de leurs ressources pour rembourser la charge d'intérêt de leur dette. Alors avec en haut des pays qui ont un risque très élevé de défaut, vous voyez le Sri Lanka, ça en est un. En rouge, ce sont d'ailleurs déjà des pays qui ont fait défaut l'année dernière. Il y a eu 6 défauts souverains l'année dernière, ce qui a été une année record, beaucoup en Amérique latine. Cette année, on pense que les risques seront plus prégnants en Afrique et dans certains pays d'Asie du Sud. Vous les voyez avec des degrés divers listés sur ce graphique. Et je vous le disais, en fait, le dilemme pour beaucoup de ces économies émergentes, il est le suivant. C'est ne pas couper dans les dépenses pour ne pas générer du mécontentement social au risque de favoriser et d'accélérer un défaut, ou à l'inverse, pour éviter un défaut et toutes les conséquences que l'on connaît à moyen terme pour les capacités de financement d'un pays, couper dans les dépenses. Mais dans ce cas-là, le risque, c'est évidemment de créer du mécontentement social. Et il suffit d'ouvrir un journal aujourd'hui pour voir qu'il y a des manifestations dans de plus en plus de pays, Paraguay, Kazakhstan, Géorgie, Arménie, Birmanie, vous le suivez aussi pour ne citer que quelques exemples. Et donc, c'est sans doute aussi une question clé pour l'année 2021. Ce que montraient de toute façon d'ores et déjà les recherches académiques, c'était qu'en moyenne, quand il y avait une pandémie, vous avez des troubles sociaux qui interviennent un an après. Donc, un an après, vous voyez qu'on y est. Nous, chez COFAS, on a notre propre indice maison de mesure du risque politique et social. J'ai eu l'occasion de vous le présenter de nombreuses fois ces dernières années. C'est ce que vous voyez là dans le cas des économies émergentes à gauche, dans le cas des économies un peu plus matures à droite, sur l'axe des ordonnées. Donc, plus un pays est en haut, plus il est à risque, d'après notre méthode traditionnelle COFAS, qui tient compte un peu du degré de frustration de chaque population, qu'on mesure à travers l'inflation, le chômage, les inégalités de revenus, la corruption, et puis qui tient compte de la disponibilité d'outils pour exprimer cette frustration, accès à Internet, niveau d'éducation, niveau d'urbanisation, etc. Et puis, cette fois-ci, ce qu'on a ajouté, c'est une dimension liée à la pandémie. Donc, c'est ce que vous voyez sur l'axe des abscisses dans les deux cas. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'évidemment, d'après nous, tous les pays sur le graphique de gauche qui sont en haut ou à droite sont à risque de voir des mouvements de manifestation arriver au cours de cette année. Et puis, même chose dans le cas des économies matures, même si les niveaux de risque sont différents. Quand on a actualisé cet indicateur à l'automne dernier, vous voyez qu'on retrouvait en haut, avec des niveaux de risque élevés d'après nous, des pays comme l'Espagne, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. Donc, quand on a actualisé ça au mois d'octobre, évidemment, on était loin d'imaginer qu'un niveau de risque aussi élevé aux États-Unis voulait dire
qu'il allait avoir des quasi-émeutes à Washington et un envahissement du Capitole. Mais ce que montre cet indicateur, c'est qu'on est capable de dire où est-ce qu'il y a un risque de mécontentement. Ensuite, évidemment, c'est très difficile de savoir si cette frustration va se matérialiser par des manifestations pacifiques et si ces manifestations pacifiques peuvent se transformer en émeutes. Mais au moins, on est capable de dire avec ça où est-ce qu'il y a le terreau pour qu'il y ait ce mécontentement. Et donc, dernier point, évidemment, c'est que toutes ces dynamiques macroéconomiques, politiques, sectorielles, on les retrouve à travers nos évaluations pays. Évidemment, au cours de l'année 2020, on a déclassé un certain nombre de pays, notamment dans le monde émergent. Bon, je termine là-dessus. J'imagine que c'est peut-être la bonne synthèse de tout ça. Et puis c'est la bonne occasion aussi de lancer la séance de questions-réponses et des discussions pour avoir une discussion peut-être un peu plus interactive. Donc, je vous remercie pour votre attention et évidemment, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Julien. Merci de cette présentation qui est extrêmement intéressante. Nous avons eu d'ailleurs des commentaires pendant ce temps, donc on vous en fera part. Alors, évidemment, nous avons reçu aussi des questions dont parlait Michel Dotta tout à l'heure. Donc, concernant ces questions, nous allons demander d'abord à notre partenaire, Gramalia, représenté par Laetitia Naoum, de nous poser la première question. Alors, bonjour tout le monde. La première question, en fait, tu nous as déjà donné beaucoup d'informations par rapport à ce qui va nous attendre prochainement, notamment dans les risques de défaillance. Mais on voudrait avoir un petit focus sur l'après-Covid en Europe, en Amérique du Nord et en Russie, qui sont des destinations planifiées par le MEB, notamment pour le deuxième semestre 2021. Merci Laetitia. C'est vrai qu'on a déjà un peu abordé ces thèmes au cours de la présentation. Tout à fait. Comme je le disais, nous, on s'attend vraiment à une année en deux temps. Évidemment, la limite entre les deux, elle est difficile à préciser aujourd'hui parce qu'elle va dépendre du processus de vaccination. On observe quand même dès aujourd'hui peut-être des chances d'avoir une reprise beaucoup plus franche et plus rapide aux États-Unis en raison du processus de vaccination qui semble être mieux enclenché qu'en Europe. Je disais qu'il y a à peu près un mois d'avance entre ce qui se passe aux États-Unis et au sein de l'Union européenne. Et puis, il y a une relance budgétaire aussi, finalement, avec ce nouveau plan Biden qui confirme que cette impulsion budgétaire va être plus forte qu'en Europe. Donc ça, si on fait le comparatif entre les États-Unis et l'Union européenne, ça fait quand même deux facteurs en faveur des États-Unis. Ensuite, il y a peut-être un pays dont je n'ai pas parlé pendant la présentation, c'est la Russie. Là aussi, on aurait pu penser l'année dernière, il y a un an, que la Russie serait fortement affectée par cette crise. Elle l'a été, très clairement. Quand on regarde déjà d'un point de vue sanitaire, le nombre de victimes, ça a été un des pays les plus touchés, d'autant plus qu'il y a énormément d'incertitudes quant à la validité de ces chiffres. Au-delà de ça, d'un point de vue économique, évidemment, la Russie a été en récession l'année dernière. Le point peut-être le moins négatif, c'est que la Russie est un des pays exportateurs de pétrole qui a fait le plus d'efforts ces dernières années pour diversifier son économie. C'est-à-dire que vous vous souvenez qu'il y avait eu ce choc pétrolier en 2014-2015 qui avait touché tous les pays exportateurs. Et suite à ça, la Russie a fait quand même pas mal d'efforts pour développer certaines filières, notamment dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire, qui aujourd'hui font que l'économie russe a peut-être un peu moins souffert que d'autres l'année dernière. Donc maintenant, pour l'année 2021, quelle perspective pour l'économie russe? Bon, un, il y a des marges de manœuvre budgétaires. Deux,
Les prix du pétrole remontent quand même sensiblement, ça reste une excellente nouvelle. Ceci dit, l'économie reste contrainte par les restrictions de mobilité qui continuent de peser. Et puis, il y a toujours cette question des risques sociaux et politiques, comme on peut le voir dans l'actualité. Tous ces risques ont un peu été mis sous cloche l'année dernière en Russie finalement avec la pandémie, hein, qui a limité les capacités d'action des opinions publiques. Donc, ça reste une question à avoir en tête dans le cas de la Russie pour cette année. Entendu, merci beaucoup pour tes précisions. Merci beaucoup. Effectivement, c'est très intéressant. Et alors, on a une question qui est un petit peu sur toutes les lèvres, qui est un peu plus générale, mais qui rejoint ce que vous venez de dire. C'est, y aura-t-il bien une reprise économique forte? Oui, de toute façon, évidemment, quand on compare l'année 2021 à l'année 2020, on part d'un niveau tellement bas que la croissance ne peut être que plus forte cette année. Après, ce qui convient de faire aujourd'hui, c'est vraiment de raisonner non plus en termes de taux de croissance, mais plutôt en termes de niveau de production. C'est-à-dire dans quelle zone est-ce que cette année, on aura retrouvé finalement le niveau d'avant-crise. Il y a encore 3-4 mois, on pensait que seule la Chine serait dans ce cas de figure, avec quelques autres, comme le Vietnam ou quelques autres économies asiatiques. Là, ce qui change quand même depuis le début de l'année, et je vais me répéter avec ce que je disais en réponse à la question de Laetitia, c'est qu'il y a une autre grande économie, et notamment les États-Unis, où le plan Biden, finalement, change aussi la donne et la reprise s'avère plus franche que ce qu'on aurait pu anticiper il y a encore 3 ou 4 mois. Donc voilà un peu le classement pour les grandes zones économiques. Évidemment, la Chine, qui est reparti vite et fort et qui a assez rapidement retrouvé son niveau d'avant-crise, ce qui ne veut pas dire pour autant que tous les problèmes ont disparu, hein. Les entreprises y sont durablement plus endettées, il faut s'attendre à des défauts d'entreprise. Aux États-Unis, ça repartira peut-être un peu plus tôt aussi ça repart un peu plus tôt qu'en Europe. Mais même dans l'Union européenne, on voit quand même des nouvelles plutôt positives depuis le début de l'année en ce qui concerne les filières industrielles. En revanche, toujours un grand écart avec beaucoup de filières des services qui vont rester en sous-capacité pendant encore un bon bout de temps. Merci Julien, c'est une réponse effectivement assez complète. Je pense que les auditeurs sont assez impatients de cette reprise et vous nous apportez plutôt des bonnes nouvelles. Alors, il y a une région qui nous tient particulièrement à cœur, dont vous avez un petit peu parlé dans votre présentation, mais si vous pouviez un petit peu, je dirais, vous étendre là-dessus, il s'agit des Émirats arabes unis, puisque l'exposition internationale de Dubaï, qui va avoir lieu à partir du mois d'octobre, de la fin du mois d'octobre, est une étape très importante, je pense, et peut-être que ça prendra une signification qu'elle n'a pas eue jusqu'à présent, puisque ça peut être l'exposition universelle de la reprise. Alors, que pensez-vous de la situation des Émirats à venir? Bon, il se trouve que si on fait abstraction de 2021 et qu'on fait un bref bilan de l'année 2020, les atouts traditionnels des Émirats arabes unis sont devenus, en l'espace de quelques semaines, des faiblesses. C'est-à-dire qu'on a loué pendant plusieurs années les efforts de diversification économique du pays, mais ces efforts de diversification visaient à développer des secteurs comme les transports ou encore le tourisme. Et ce sont typiquement les activités qui ont été pénalisées l'année dernière. Deuxième point, évidemment, malgré ces efforts de diversification, l'économie des Émirats reste très dépendante des prix du pétrole. Donc là aussi, ça l'a pénalisé. Donc l'année 2020 a été extrêmement difficile. Maintenant, pour 2021, bon, pour des raisons évidentes, la situation semble s'améliorer assez nettement. Déjà, d'un point de vue sanitaire, je le disais, les Émirats arabes unis font partie des quelques pays qui sont très en avance sur les autres dans le processus de vaccination. Donc, on peut anticiper la fin des mesures de restriction plutôt qu'ailleurs. Et ça, c'est quand même une excellente nouvelle. Deuxième point, la hausse des prix du pétrole, là aussi, ça joue positivement. Une fois qu'on a dit tout ça, il ne faut pas non plus s'attendre à retrouver, pour des activités telles que le transport aérien ou le tourisme, les niveaux d'avant-crise
incessamment sous peu dans le monde, et y compris aux Émirats arabes unis. Donc très clairement, la tendance s'améliore, mais les Émirats restent quand même dépendants d'activités qui vont rester durablement pénalisées par cette crise. Dernier point, il faut toujours surveiller le secteur de la construction et de l'immobilier aux Émirats, avec toujours beaucoup d'excès, notamment à Dubaï. Et donc là aussi, en général, un des enseignements de la crise de 2008-2009, c'est que ces excès dans l'immobilier ont mis quand même plusieurs années à être épongés. Et donc, il faut là aussi s'attendre à une situation peut-être durablement plus difficile, au moins dans cet émirat-là, pas seulement en 2020, mais aussi sans doute en 2021 et peut-être un peu en 2022. C'est parfait, je vous remercie. Très bonne réponse donc, sur la situation des Émirats. Alors, je crois que M. Étienne Régis a une question. Régis, c'est à vous. Alors une question de banquier, Julien, tu ne m'en voudras pas, une question donc, sur l'épargne. On le voit dans toutes les crises, le stress, les angoisses génèrent des comportements complètement irrationnels. Il suffisait d'aller voir les volumes des caddies au sortir des grandes surfaces. Ce phénomène s'est bien évidemment élargi à l'épargne en temps normal. C'est des chiffres pour la France, mais en temps normal, les Français épargnent entre 100 et 130 milliards par an. C'est plus de 200 milliards l'an dernier. De l'argent stérile, de l'argent qui ne circule pas, c'est du carburant qui n'est pas dans l'économie pour faire repartir les entreprises. Donc, j'aimerais avoir un petit peu ton avis. Qu'est-ce que tu penses est-ce que tu penses que c'est un phénomène qui va être durable? Quelles sont éventuellement les préconisations que la COFAS pourrait faire pour inciter les gens finalement à faire circuler cet argent et à remettre du carburant dans le moteur de l'économie? Oui, c'est vrai que c'est le point clé et c'est très clairement le gros point d'interrogation pour l'année 2021, parce qu'il y a cet amas d'épargne qui a été accumulé un peu partout. Et très sincèrement, comme on n'a jamais vu ça dans le passé. Donc, par définition, c'est très difficile de savoir avec exactitude ce qui va en être fait. Bon, ce qu'on peut dire quand même, c'est que l'origine de cette épargne, elle est double. C'est-à-dire qu'il y a eu ce qu'on appelle de l'épargne forcée. Si vous êtes forcé de rester chez vous, forcément, vous ne pouvez pas dépenser. Donc ça a été la première chose. Et on a très vite vu, finalement, que ce soit en France ou dans d'autres pays, que le taux d'épargne augmentait en flèche en période de confinement, puis rebaissait très nettement dès que les économies sont déconfinées, sans pour autant retrouver le niveau initial. Ce qui veut dire que ça n'est pas la seule raison. Et la deuxième raison, elle est liée aux fortes incertitudes. Les incertitudes évidemment sanitaires. Tant que vous avez cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, vous n'avez pas forcément le cœur à aller dépenser au moins autant que ce que vous faisiez avant la crise. Et puis, de plus en plus maintenant, les incertitudes économiques. Si vous risquez de tomber au chômage ou si vous avez moins de perspectives que votre revenu augmente, vous avez tendance à épargner plus qu'auparavant. Donc, pour la question de l'épargne forcée, alors, la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du moment où les mesures de restriction de mobilité vont cesser dans notre scénario à partir de la deuxième partie de l'année, on ne devrait plus voir cette épargne forcée. Il restera quand même toute la question de l'épargne de précaution liée à l'incertitude, moins sanitaire, mais peut-être plus économique. Alors ensuite, qu'est-ce que les ménages vont en faire? C'est assez difficile de le savoir parce que dans certains secteurs d'activité, il peut y avoir du rattrapage. C'est-à-dire que si je me suis retenu d'acheter une voiture l'année dernière, peut-être que je vais l'acheter cette année finalement, si je suis plus sûr de moi. Donc là, il peut y avoir du rattrapage et au final, c'est une bonne nouvelle. En revanche, dans d'autres secteurs d'activité, il est peu probable de voir du rattrapage. C'est-à-dire que si je n'ai pas pu aller au restaurant pendant un an, ça ne veut pas dire que je vais compenser en y allant tous les jours pendant l'année qui suit. Et donc là, finalement, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de rattrapage. Au-delà de ces effets un peu sur la consommation qui vont dépendre d'un secteur à l'autre,
l'objectif aujourd'hui pour beaucoup de gouvernements, il est de rediriger cette épargne qui est principalement accumulée par les ménages les plus aisés vers les entreprises qui ont besoin de fonds propres. C'est-à-dire qu'on ressort avec des entreprises qui sont beaucoup plus endettées qu'auparavant, plus vulnérables, même si elles n'ont pas fait faillite. Et donc, il faut essayer de flécher le plus possible une partie de cette épargne accumulée par les ménages les plus aisés vers le financement des entreprises. C'était déjà un défi avant la crise dans beaucoup de pays, mais ça l'est encore plus aujourd'hui. Merci Julien. Une question de quelqu'un qui est connecté, une question très intéressante de William Germain qui nous dit les taux d'intérêt obligataires sont en territoire négatif, notamment pour la France, l'Allemagne, les USA. Ont-ils eu des points positifs ou négatifs pour les entreprises pendant cette crise sanitaire? À court terme, très clairement, le fait qu'il y ait des conditions de financement très favorables, ça a été positif pour les entreprises comme pour les États. Et c'est d'ailleurs ça qui a permis d'éviter, notamment en particulier, beaucoup de problèmes de solvabilité pour les entreprises. Maintenant, la question aujourd'hui, c'est de savoir si on reste durablement dans un univers de taux extrêmement bas, est-ce qu'on n'a pas un risque de tomber dans des économies un peu japonisées. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'entreprises qui sont endettées, qui restent en vie, mais qui en même temps n'ont pas les capacités pour investir davantage, mais qui restent soutenues un peu artificiellement grâce à ces taux bas. Donc, c'était une bonne nouvelle à court terme. Maintenant, toute la question, c'est qu'il faut sortir de cet univers de taux bas. Et ça, c'est très difficile de savoir si on va être capable de le faire. Le Japon n'a pas réussi à le faire, par exemple. Merci, Julien. Merci. Laetitia, il me semble que vous avez une question à votre tour. Oui, tout à fait. J'en ai même deux, en fait. Une de Anne-Sophie Fontanet, qui souhaiterait savoir l'impact espéré de l'exposition universelle de Dubaï, donc pour savoir justement si elle sera à la hauteur des attentes, donc malgré cette crise. Et c'est très difficile à dire. Je crois que Dubaï attendait en tout cas à accueillir, je crois, 11 millions de visiteurs, si les chiffres sont corrects pour cette exposition. Ce sera sans doute pas le cas. Après, c'est très difficile de savoir aujourd'hui où est-ce que va être la jauge. Parce que même si Dubaï est en avance dans le processus de vaccination, elle ne pourra pas forcément accueillir des personnes de pays où la situation reste problématique. On peut penser quand même vers la fin de l'année, la situation sera améliorée. Et donc, si déjà l'exposition peut se tenir avec un nombre décent de personnes, ce sera très clairement une bonne chose. Mais c'est extrêmement difficile aujourd'hui de savoir quel nombre de personnes va participer. Après, au-delà de la tendance, finalement, au niveau macroéconomique, tous les investissements qui devaient être faits ont quasiment été faits à Dubaï pour ce qui concerne l'exposition universelle. Donc, ça, c'est en quelque sorte du passé. Merci. J'ai une autre question de Patrick Lecoy. Là, c'est sur l'Afrique. L'Afrique a été moins impactée par la crise Covid, mais a été tout de même affectée. Comment voyez-vous la relance économique EB Afrique subsaharienne et Afrique de l'Est? Continuez-vous de croire à une croissance soutenue dans cette partie du monde? Oui, c'est vrai qu'il y a ça a été une zone qui a été assez peu touchée comparativement aux autres. En tout cas, pendant la première phase de la crise sanitaire au printemps dernier. C'est moins le cas depuis la deuxième vague, où là, beaucoup d'économies africaines sont plus touchées qu'elles ne l'étaient auparavant. Ceci dit, la situation reste quand même, d'un point de vue sanitaire, nettement meilleure pour des raisons qui sont connues, à la fois de connaissances, d'habitude d'avoir à gérer des épidémies, de populations aussi sans doute plus jeunes, peut-être aussi des raisons climatiques ont été avancées sans qu'on en soit bien sûr. Malgré tout ça, évidemment, un des gros problèmes aujourd'hui, c'est la question de l'endettement. Je le montrais à travers un graphique. J'en parlais déjà il y a un an, c'est-à-dire que le niveau de dette publique dans beaucoup de ces pays-là, et en tout cas dans la région prise dans son ensemble, était déjà quasiment à un plus haut historique
depuis les processus d'annulation de dette il y a une quinzaine d'années, avant la crise. Là, ça a encore augmenté. Et donc, ça, c'est quand même une grosse contrainte dans beaucoup de ces pays-là. Parce que, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, ça veut dire que les gouvernements vont être face à un dilemme. Soit risquer le défaut, mais dans ce cas-là, ça a des conséquences à long terme sur leur capacité de financement, ou de l'autre côté, couper dans les dépenses, mais avec toutes les conséquences qu'on connaît sur le mécontentement social possible. Donc, oui, une croissance toujours forte, évidemment, mais une période quand même compliquée du fait de ressources budgétaires sans doute moindres qu'auparavant. Il faut ajouter à ça aussi, dans plusieurs pays qui dépendent des matières premières, notamment pétrolières, des annonces de report d'investissement de certains grands projets structurants du fait du repositionnement de certaines grandes majors pétrolières vers le renouvelable. Et donc ça peut avoir un impact sur certaines petites économies qui avaient beaucoup misé sur des investissements pétroliers et gaziers. Très bien, merci. Merci beaucoup, Julien. Alors, vous savez que nous sommes une terre de tourisme, bien évidemment, à Monaco, et j'ai une question très importante du directeur marketing de la Société des Bains de Mer qui nous demande, Axel Opno nous demande, selon vous, à quand pourra-t-on fixer la date de la reprise touristique ? Là aussi, c'est difficile, bon, même impossible de donner une date, mais clairement, ça fait partie des secteurs qui sont les plus touchés et qui vont le rester. Bon, sans doute une reprise très partielle en fonction des zones cette année, mais après, au-delà du timing de la reprise, la question, c'est plus quelle nouvelle norme après de long terme en matière de tourisme. Parce que finalement, beaucoup de touristes se sont peut-être habitués avec cette crise à aller moins loin, à rester chez eux. On l'a vu dans différents cas de figure, notamment en Asie et encore plus en Chine, où le tourisme domestique en Chine s'est beaucoup développé en 2020. Donc, quand, admettons que la situation sanitaire soit résolue, est-ce que finalement, même dans ce cas-là, les touristes chinois vont voyager autant qu'auparavant ? Ou alors, est-ce que cette crise leur a permis de mieux découvrir leur pays et est-ce qu'une partie d'entre eux voyagera moins ? Cette question, on peut se la poser dans le cas de la Chine, on peut aussi se la poser dans le cas de beaucoup de pays européens, où on a observé en 2020, bien sûr, moins de déplacements, mais surtout des déplacements plus courts. Et donc, c'est peut-être aussi ça l'avenir. C'est sans doute évidemment une reprise dans le secteur, mais le timing est très difficile à donner. Mais une partie des changements observés vont être durables, avec peut-être des modes de transport plus différents et des déplacements moins lointains dans le cadre de du secteur touristique. Merci beaucoup, Julien. Eh bien, je crois que cette dernière question nous permet de clore ce webinaire. Bravo pour votre remarquable intervention que nos auditeurs pourront retrouver sur le site www.meb.mc. Donc, merci à Julien Marcilly, à la COFAS, et merci à nos partenaires Gramalia et BPMed. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là avec nous. Alors, je vous invite à suivre nos prochains événements du Monaco Economic Board et notamment notre émission du 16 mars. Donc, c'est mardi prochain. Donc, le 16 mars, nous aurons le plaisir d'avoir une émission en Inde. Alors, il sera trop tard, bien sûr, pour s'inscrire au B2B. Mais en revanche, nous vous invitons à venir voir le forum virtuel qui sera en ouverture de cette émission, qui nous parlera de l'Inde et qui se tiendra à partir de 10h du matin. Voilà, je vous remercie. Donc, je vous donne rendez-vous le 16 à 10h du matin. Et merci encore à Julien Marcilly. À très bientôt. Au revoir.